Sunday Night Productions. Adidas est l'une des marques de sport les plus connues et réputées du monde. Pourtant, rien ne prédestinait la famille Dassler à créer un empire du sport. Alors comment, dans une Allemagne meurtrie par deux guerres, deux frères ont réussi sans argent à créer la première multinationale du sport avant de se mener une guerre fratricide? Vous vous apprêtez à découvrir l'incroyable histoire d'Adidas, la marque qui a révolutionné l'industrie du sport grâce à l'innovation. Adolf Dassler voit le jour le 3 novembre 1900 dans un petit village allemand situé à 20 km de Nuremberg. C'est le petit dernier d'une famille de 4 enfants très proches les uns des autres. Ses deux frères et sa sœur le surnomment Adi depuis son plus jeune âge. De nature introvertie, le jeune Adi ne parle pas beaucoup, sauf quand la conversation tourne autour du sport, un sujet qui le passionne particulièrement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Adi est imbattable sur l'actualité sportive, en particulier l'athlétisme, le football et la boxe qui sont ses sports de prédilection. À cette époque, le baron Pierre de Coubertin a remis au goût du jour les Jeux Olympiques et une véritable frénésie sportive envahit l'Europe. Le jeune Adi est comme fasciné par ces athlètes et les valeurs d'excellence, d'amitié et de respect qui sont au cœur des Jeux Olympiques modernes. Son père, Christoph Dassler, est un jeune bavarois qui, conformément aux traditions de l'époque, exerce le métier de tisserand comme ses parents avant lui. Mais en ce début de XXe siècle, le marché artisanal du textile est en train de s'effondrer en raison de l'essor de l'ère industrielle. Son père est donc contraint de renoncer au métier de ses ancêtres et de trouver un travail dans une usine spécialisée dans la fabrication de chaussons. Malheureusement, la situation économique de la famille devient très compliquée. Pour éviter de sombrer dans la pauvreté, sa mère, Pauline Dassler, est obligée de travailler. Elle ouvre, à l'arrière de sa maison, une blanchisserie et met à contribution ses filles et ses deux fils pour l'aider dans son entreprise. Et c'est ainsi que le jeune Adi se met à livrer du linge propre un peu partout autour de sa ville natale. Parallèlement à son petit travail auprès de sa mère, Adi suit, sur les conseils de ses parents, une formation pour devenir boulanger. Mais ce métier ne lui plaît pas du tout et le déprime profondément. Pour se vider la tête, il consacre une grande partie de son temps libre à faire du sport avec son ami d'enfance Fritz Zellmann, qui se trouve être le fils du forgeron du village. Adi n'a pas les moyens de s'acheter du matériel de sport, mais heureusement, il est très créatif. Avec les moyens du bord, il crée ses propres équipements. Il transforme des bâtons en javelots et taille des pierres pour le lancer de poids. Lors des entraînements, il lui arrive de déchirer ses vêtements. Il demande donc à son père de lui apprendre quelques rudiments de couture pour réparer ses pantalons. Comme il est plutôt habile de ses mains, ses amis le sollicitent pour recoudre leurs vêtements et éviter ainsi les réprimandes de leurs parents. En échange de quelques bonbons et morceaux de chocolat, Adi accepte de les aider. Hélas, un événement tragique s'apprête à s'abattre sur l'Europe et changer la face du monde. Le 28 juillet 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Les frères d'Adi sont enrôlés dans l'armée allemande et envoyés sur le front belge. En raison de son jeune âge et de son apprentissage en boulangerie, Adi parvient dans un premier temps à échapper au combat. Mais à l'aube de son 18e anniversaire, il est appelé lui aussi sur le front dans les tout derniers jours de la guerre. Au final, il restera près d'1 an dans l'armée allemande. En octobre 1919, il est de retour dans son village et il découvre avec effroi la misère dans laquelle est plongée sa famille en raison de la crise économique d'après-guerre. Par manque de clients, sa mère a dû abandonner son entreprise de blanchisserie. Son grand frère Rudolf est parti à Munich pour suivre une formation dans la police et son père se tue à la tâche à l'usine pour tenter de remplir les assiettes. Adi ne trouve pas de travail en tant que boulanger. Il profite de cette occasion pour abandonner ce métier qu'il déteste et il décide d'utiliser l'ancienne blanchisserie de sa mère pour la transformer en petite entreprise de fabrication de chaussures de sport, un métier qui le passionne beaucoup plus. Et c'est ainsi qu'Adi crée non officiellement sa première société. Mais ce pari est très risqué, car même si son père lui a enseigné quelques notions de couture, il est très loin d'être un expert dans la fabrication de chaussures de sport. Par ailleurs, il ne dispose d'aucun moyen financier et il ne peut compter sur l'aide de personne. Pourtant, il en est convaincu, il peut devenir l'un des plus grands fabricants de chaussures de sport d'Allemagne. Et pour y arriver, Adi a une stratégie, la spécialisation.
En tant que sportif aguerri, il s'est aperçu que chaque sport avait des spécificités et il en est convaincu. Si un athlète porte une chaussure pensée et optimisée pour son sport, il obtiendra automatiquement une amélioration de ses performances. Il faut savoir qu'à cette époque, la grande majorité des chaussures de sport sont génériques. Peu importe qu'on pratique de la boxe, de la course à pied ou encore du football, toutes les chaussures sont les mêmes. Personne ne voit encore l'intérêt de concevoir une chaussure spécifique à chaque sport. Et c'est justement ce problème qu'Adi compte régler. Évidemment, le développement d'une paire de chaussures de sport digne de ce nom coûte extrêmement cher. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Adi est très loin d'avoir les moyens de ses ambitions. Pour gagner rapidement de l'argent et financer le développement de son entreprise, Adi décide dans un premier temps de se spécialiser dans la réparation de chaussures et de vêtements. Avec la crise économique, le rafistolage est à la mode et son service rencontre tout de suite un grand succès auprès des habitants de sa ville. Quand il ne recoupe pas des habits, Adi passe son temps à travailler sur des prototypes de chaussures. Malheureusement, juste après la guerre, l'approvisionnement en tissus et matériaux en tout genre est rationné au compte-gouttes. Et une micro-entreprise comme la sienne n'a quasiment aucune chance de se fournir chez un grossiste. Loin de se décourager, Adi prend son vélo et part à la recherche de matériaux de fortune. Il fait la sortie des usines et mendie quelques chutes de tissus et outils usagés. Pour les semelles, il récupère des morceaux de musette et des casques militaires. Et pour les tissus de ses chaussures, il récupère des vieux parachutes de guerre. Évidemment, il n'a pas les moyens d'installer l'électricité dans son atelier de fortune afin de faire tourner les courroies de sa fraiseuse à cuir. Mais il a l'idée de fixer un vélo sur des poutres en bois et de relier le tout à une dymo. Il lui suffit de pédaler pour générer un peu de courant. Il peut également compter sur l'aide du père de son ami d'enfance pour l'aider à forger ses premières pointes. Après plusieurs mois à travailler sur des prototypes de chaussures, Adi lance une série d'une dizaine de paires et il décide d'envoyer ses échantillons aux clubs sportifs les plus réputés de sa région. Et contre toute attente, les joueurs et entraîneurs les adorent. Ces chaussures, faites de briques et de brocs, s'avèrent être très résistantes, confortables et particulièrement légères en raison des matériaux utilisés comme la toile de parachute. Les sportifs locaux s'arrachent le peu de stock disponible et très vite, le bouche à oreille opère. Mais à cette époque, l'Allemagne est embourbée dans une dépression économique sans précédent. Ces conditions ne favorisent absolument pas la croissance d'une entreprise. Mais paradoxalement, cette crise va aider l'entreprise de chaussures Dassler à se développer à vitesse grand V. En juin 1919 est signé le traité de Versailles qui oblige entre autres l'Allemagne à rembourser une dette de guerre pharaonique. Ce traité plonge le pays dans une grande dépression. Pour lutter contre ce mal-être, le gouvernement allemand cherche par tous les moyens à distraire et divertir le peuple. Un ministre a l'idée d'utiliser le sport pour lutter contre la morosité ambiante. Dans tout le pays, une campagne de promotion du football est menée pour faire découvrir et aimer ce sport à tous les Allemands. Dès l'école, les enfants apprennent à jouer au football et des stades commencent à fleurir un peu partout à travers le pays. Cette politique fera de l'équipe allemande de foot l'une des plus titrées au monde avec un record de 8 finales de Coupe du Monde disputées dont 4 remportées. Et bien évidemment, l'entreprise d'Adi profite pleinement de ce nouvel essor pour le sport. À l'été 1923, le frère d'Adi, Rodolphe, termine sa formation de policier, mais face à la forte croissance de l'entreprise de son frère, il décide de ne pas s'engager dans la police et de le rejoindre. Les deux frères ont des caractères diamétralement opposés mais complémentaires. Adi est de nature timide, alors que son frère est un vrai extraverti à la personnalité magnétique. Ils se répartissent donc les responsabilités en fonction de leurs talents respectifs. Adi, avec son amour du sport, dirige le développement produit et Rudolf et son bagout pour le commerce est nommé directeur des ventes et du marketing. Ensemble, ils décident d'aller déposer officiellement les statuts de l'entreprise et ils la renomment tout simplement de Brüder Dassler Schuhfabrik, la fabrique de chaussures des frères Dassler. L'addition des talents des deux frères fait exploser le chiffre d'affaires de l'entreprise. Très vite, ils arrivent à embaucher une douzaine d'ouvriers et produisent une cinquantaine de paires par jour. En 1926, la demande a considérablement augmenté et la maison familiale est devenue beaucoup trop petite pour la production. Adi et Rudolf décident donc de s'installer dans une véritable usine et passent la production à 100 paires de chaussures par jour.
En 1927, la réputation de la société prend un essor national. Si bien qu'un jour, Joseph Watzer, un ancien athlète olympique devenu entraîneur en chef de l'équipe nationale d'Allemagne, décide de faire le déplacement jusqu'à l'usine des frères Dassler afin de les rencontrer. Quand Adi voit arriver Joseph dans son usine, il n'en croit pas ses yeux. Lui, le fan de sport, est face à son ancienne idole. Très vite, le courant passe entre les deux hommes et c'est le début d'une longue amitié. Adi propose à Joseph de devenir consultant pour son entreprise et Joseph propose à Adi de fournir l'équipe olympique allemande en chaussures pour les Jeux olympiques de 1928 à Amsterdam. Bien évidemment, Adi accepte et pour la première fois depuis la guerre, il quitte son pays pour assister aux Jeux olympiques. Pour lui, c'est un véritable rêve qui se réalise. D'autant plus que les Allemands brillent lors de ces Jeux. La coureuse de demi-fond Lina Raick remporte la médaille d'or du 800 mètres en 2 minutes 16 secondes et devient la nouvelle détentrice du record du monde avec une paire de chaussures Dassler au pied. Les deux frères sont aux anges. Au début des années 1930, l'idéologie nationaliste raciale d'Hitler fait de plus en plus parler d'elle. Le parti nazi fait la promotion d'une Allemagne forte qui place le travail et la force athlétique au cœur de leur idéologie. Conscients des opportunités financières que peut représenter une politique aussi favorable au sport, les frères Dassler, sous l'impulsion de Rudolf, rejoignent le parti nazi le 1er mai 1933, soit 3 mois après la nomination d'Hitler au poste de chancelier. Par le passé, Adi avait pourtant fait le choix de s'éloigner de la politique. Pour lui, seule la compétition sportive comptait, mais refuser d'adhérer au parti nazi aurait selon lui eu un impact négatif sur son entreprise. Au début de l'année 1936, Berlin s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques. Pour le parti nazi, les Jeux de Berlin sont une opportunité unique de propagande. Mais le mouvement ouvrier international, les organisations juives et plusieurs associations démocratiques et humanitaires appellent au boycott des Jeux de Berlin. Cette idée de boycott terrorise les chefs du parti et les frères Dassler. Hitler est contraint de retirer toutes les affiches à caractère raciste à la demande du CIO, car quoi qu'il arrive pour lui, ces Jeux doivent avoir lieu coûte que coûte afin de prouver au monde la supériorité allemande. Malheureusement pour lui, un jeune sportif noir américain du nom de Jesse Owen est en train de pulvériser tous les records du monde en sprint. Et face à la montée en puissance de ce jeune prodige, le parti nazi commence à douter de ses chances de remporter des médailles d'or en athlétisme, une discipline pourtant hautement stratégique dans leur projet de propagande. Cette concurrence du coureur américain importe peu pour les frères Dassler, qui n'hésitent pas à partir à la rencontre du jeune Jesse Owen afin de lui proposer de porter leurs chaussures. Un cadre du parti nazi leur conseille néanmoins de rester le plus discret possible afin de ne pas s'attirer les foudres d'Hitler. Le 1er août 1936 sonne le début des Jeux Olympiques de Berlin. Et bien que l'Allemagne, avec 89 médailles, remporte ces Jeux devant les États-Unis, les exploits de Jesse Owens ruinent la démonstration de force tant espérée par le Troisième Reich. Incontestablement, Jesse Owens fut le héros de ces Jeux de Berlin, en s'adjugeant 4 titres olympiques sur 4 épreuves auxquelles il participa. Et sur chacune de ces épreuves, il portait à ses pieds des chaussures sorties tout droit des usines des frères Dassler. Cette publicité sans précédent offerte par Jesse Owens fait exploser leur vente de chaussures dans le monde entier. Adi souhaite profiter de cette croissance pour concentrer tous les investissements sur l'amélioration de leurs produits, alors que son frère Rudolf voulait quant à lui investir massivement dans la publicité afin de booster encore plus leurs ventes. Cette divergence de stratégie commence à créer quelques petites tensions au sein des deux frères. Et malheureusement, l'un des événements les plus tragiques du XXe siècle s'apprête à sonner la fin de cette cohésion familiale. Le 1er septembre 1939, l'aviation et les blindés allemands attaquent la Pologne, ce qui enclenche automatiquement la Seconde Guerre mondiale. Dans un premier temps, la société Dassler est autorisée à fonctionner, mais sa production est sévèrement réduite. Au fur et à mesure, l'entreprise est partiellement transformée en usine de production de matériel militaire. Le 7 août 1940, Adi reçoit sa convocation au combat. Et son frère se retrouve seul aux commandes de la société. Mais le 28 février 1940,
1941, Adi est relevé de ses fonctions de militaire et il est autorisé à regagner la vie civile en raison de son rôle essentiel dans la gestion des usines Dassler. À son retour dans l'usine, Adi apprend avec stupeur que son frère Rudolf a refusé d'embaucher son neveu et son propre fils dans l'entreprise en prétextant que la gestion familiale de l'usine pose déjà beaucoup trop de problèmes. Mais sans ce précieux contrat de travail, son fils risque tout simplement d'être envoyé au front. Adi est donc fou de colère contre son frère. Alors que l'ambiance est désormais exécrable au sein du duo, une alerte au bombardement retentit dans l'usine. Adi et sa femme Kate partent au plus vite s'abriter dans le bunker de l'entreprise. Rudolf et sa femme se trouvent déjà à l'intérieur et leur ouvrent la porte. En entrant dans le bunker, Adi lance à voix haute « Revoilà les salauds !» en parlant des avions alliés. Mais Rudolf pense que cette insulte lui est destinée à lui ainsi qu'à sa femme. Une violente dispute éclate alors et un point de non-retour est atteint entre les deux frères qui dorénavant ne se parleront plus qu'à travers des intermédiaires. En 1943, Hitler met en place une politique de mobilisation générale et tous les hommes âgés de 18 à 45 ans peuvent être appelés à tout moment. Rudolf est mobilisé en avril 1943 dans un service de douane près de la frontière polonaise. Adi est quant à lui épargné des combats pour continuer à gérer l'usine, ce qui provoque la colère de Rudolf. Il menace son frère d'envoyer une lettre pour demander officiellement au régime nazi un arrêt d'exploitation pour l'entreprise afin qu'Adi puisse lui aussi remplir son devoir. Et il met sa menace à exécution. Et 6 mois plus tard, l'entreprise est fermée sur ordre du régime. Début 1945, Rudolf déserte son poste à la frontière polonaise alors que l'armée rouge avance à grands pas. Pour justifier son départ, il explique que son service était en phase d'être dirigé par les SS et qu'il refuse catégoriquement de les servir. Il fut embarqué à Nuremberg par la Gestapo et ne revient que 2 mois plus tard alors qu'il aurait dû être fusillé pour désertion. Mais l'ordre ne fut jamais exécuté pour des raisons qu'on ignore encore. En 1946, la guerre est terminée et Rudolf et Adi sont arrêtés pour être jugés par l'armée américaine. Adi remet en cause tous les idéaux nazis et pour se défendre, il fait témoigner des anciens prisonniers communistes qu'il avait fait sortir de prison afin de les faire travailler dans son usine. Lorsque les troupes américaines découvrent que l'entreprise Dassler est celle qui a fabriqué les chaussures de leur champion olympique Jesse Owens, ils décident non seulement de ne pas détruire l'usine, mais également de la remettre en marche afin qu'elle produise des chaussures de sport pour les soldats des forces alliées. Les deux frères s'en sortent donc de justesse. Pourtant, leur relation ne va pas du tout s'améliorer. Rudolf reproche à son frère et à sa femme d'avoir laissé sous-entendre lors du procès qu'ils étaient favorables au régime nazi, ce qui aurait pu les condamner à mort. Pour éviter que la situation ne se dégrade encore plus, les deux frères décident de se séparer et de se partager le matériel et les locaux de l'entreprise. Au cours de ces négociations de séparation, Rudolf et Adi ont laissé le choix aux employés de décider pour quelle entreprise ils souhaitaient travailler. Adi se retrouve avec près de 2/3 des employés. La famille Dassler étant maintenant divisée en deux, Adi doit trouver un nouveau nom pour son entreprise et un moyen de donner un look différenciant à ses chaussures. Il a donc l'idée de teindre en noir les 3 sangles utilisées pour renforcer la chaussure sur les côtés. Les 3 bandes noires deviennent ainsi une caractéristique distinctive de ses chaussures. Quant au nom de l'entreprise, il choisit d'utiliser son surnom Adi et de le contracter avec son nom de famille Dassler, ce qui donne Adidas. Son frère Rudolf crée quant à lui la société Puma. Et pendant des décennies, les deux frères vont se mener une guerre commerciale sans merci. Et aujourd'hui encore, personne n'est en mesure de dire si cette guerre fratricide a permis aux deux marques de se hisser parmi les leaders mondiaux du sport ou si au contraire, ça les a freinés dans la croissance de l'entreprise originale. En 1978, Adi Dassler est le premier non-américain admis au National Sporting Goods Industry Hall of Fame. Quelques mois plus tard, le 6 septembre 1978, il décède des suites d'une insuffisance cardiaque. Sa femme, Kate, reprend la direction de l'entreprise jusqu'en décembre 1984. En 1989, l'entreprise est transformée en société à responsabilité limitée, mais elle reste une propriété familiale jusqu'à son introduction en bourse en 1995. Au fil des ans, la société est vendue puis revendue à des hommes d'affaires plus ou moins talentueux pour finalement retrouver une certaine stabilité au début des années 2000.
Le dernier membre de la famille Dassler à avoir travaillé pour Adidas était Frank Dassler, petit-fils de Rudolf, et il exerçait le poste de chef du service juridique jusqu'à sa retraite en janvier 2018. Vous venez de découvrir l'histoire d'une marque de légende qui a révolutionné le monde du running. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et pourquoi pas à partager directement cet épisode à des amis depuis votre smartphone. Ce programme est inspiré de faits réels et de personnages ayant vraiment existé. Les dialogues et citations sont des reconstitutions basées sur des déclarations et une documentation minutieuse. Je suis Guillaume Centracchio, auteur et interprète de ce programme. Je tiens à remercier Lauriane Autissier à la coordination, Justine Baudin et Nolwenn Pinsivi pour les déclinaisons web et graphiques, et Pierre-Emmanuel Hutto, notre producteur délégué pour Sunday Night Productions. À bientôt!